avez encore du temps et l'énergie à la fin de cette journée. Donc, on a prévu une petite séance de discussion. Et notamment ce qu'a dit Si Mahfoud, Si Mahmoudi. Aussi, j'ai vu une intervention sur le chat très intéressante de M. Essam Boukef du CDS. C'est d'avoir une discussion à la fin sur tous ces aspects et pourquoi pas ne pas récolter des recommandations et des observations. Je suis d'accord. Entièrement d'accord. Un résultat concret de cette journée. Voilà, donc à présent, Monsieur Lebah, professeur Lebah, toutes mes excuses de vous avoir fait attendre. Oui, pas de souci. Voilà, donc vous attendez depuis 1 heure, donc on est ravis de vous avoir. Et donc, professeur Lebah est département informatique, enseignant-chercheur département informatique, Université d'Oran 1. Il est aussi le coordinateur du projet CUPAGIS, c'est un autre projet Erasmus+, que nous avons la chance d'activer aussi. Et M. Lebah est expert, il s'intéresse au sujet d'intelligence artificielle, d'optimisation, programmation par contrainte et d'agriculture de précision. Donc, Tfadal Si Yahya, à vous la parole. Et vous pouvez partager. Très bien, merci Mjidi. Vous m'entendez bien, c'est bon? Voilà, je suis gêné de vous le demander si vous pouvez juste tenir les délais. Il n'y a pas de souci, Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Donc, je peux. Vous m'entendez bien, c'est bon? Oui, oui, c'est parfait. Très bien, très bien. Donc, je vais activer le partage. Donc, je vais partager tout l'écran. Très bien. Vous voyez mon écran, c'est bon? C'est parfait, Yahya. C'est bon, tu peux aller. Très bien. Salam alaikum wa rahmatullah. Voilà, merci Mjdi pour l'invitation. Alors, mon exposé va consister en fait à présenter comment nous avons conçu une licence professionnalisante en agriculture de précision, exploitant à la fois les systèmes d'information géographique ainsi que les données des capteurs. Donc, en fait, c'est le résultat d'un groupe de travail ici à l'Université d'Oran 1 en Algérie, bien sûr. Et c'est dans le contexte d'un projet européen, un projet CBHE, le projet CUPAGIS, qui regroupe 5 établissements algériens avec 5 établissements européens. Alors, voici mon plan. Je vais commencer tout d'abord par contextualiser notre projet, notre offre de formation par rapport au projet CUPAGIS. Par la suite, je vais donner quand même les motivations qui sont derrière le développement de plus en plus important de l'agriculture de précision partout dans le monde. Et enfin, je vais contextualiser l'existence des technologies de précision par rapport à notre pays, l'Algérie, et par rapport à notre université, et qui vont justifier les choix au niveau de notre offre de formation. Voilà, donc on est dans le contexte d'un projet européen, Erasmus+, un projet CBHE, c'est le projet CUPAGIS. Donc il y a 5 établissements algériens, il y a 4 universités, l'université de Sidi Bel Abbès, nous, Oran, Tiaret, Mostaganem, ainsi que l'École nationale supérieure d'agronomie d'Alger. Du côté européen, il y a 5 partenaires. Il y a l'université de Tallinn en Estonie, qui est l'université coordinatrice du projet. Puis l'université de Berlin, de Plovdiv, de Prague, ainsi qu'une entreprise allemande qui est dans le domaine. Donc, CUPAGIS, New Curricula in Agriculture, Using GIS Technologies and Sensing Data. Vous voyez qu'il y a 3 grands mots-clés dans l'intitulé du projet. Agriculture, les systèmes d'information géographique qui font l'objet de cette journée, ainsi que les données des capteurs. Donc, on est pleinement dans le domaine du secteur agricole. Vous savez que l'Algérie est un pays qui a un fort potentiel en agriculture. Donc, il nous semble que toute formation qui vise le développement de l'agriculture est certainement la bienvenue à l'université pour renforcer les compétences de nos étudiants. Alors, localement à l'université, nous avons quand même de nombreux laboratoires qui sont très actifs au niveau de recherche en biologie végétale et généralement dans les sciences exactes. En fait, au démarrage du projet, il y avait une volonté pour lancer une formation en agriculture.
pour la simple raison que, en fait, on a plusieurs labos en biologie végétale, mais sans qu'il y ait, donc il y a plein de formations en biologie végétale, mais sans qu'il y ait une formation dédiée à l'agriculture. Donc, c'était une occasion intéressante pour lancer une formation et le choix s'est porté sur une licence professionnalisante. Donc, le projet a démarré en septembre 2018. Donc, on a eu droit, on nous a accordé une année supplémentaire. On est à la 3e année et on nous a accordé une année supplémentaire à cause du Covid. Donc, c'est un projet CBH national parce que toutes les universités cibles sont des universités algériennes. Encore une fois, en fait, cette offre de formation est le fruit d'une collaboration dans un domaine multidisciplinaire. Ça, c'est une dimension intéressante dans tout projet. Quand c'est multidisciplinaire, il est très facile de faire coopérer des enseignants-chercheurs d'université venant de diverses origines. Alors, en premier, bien sûr, je mets en avant la faculté des sciences de la nature et de la vie, d'Oran 1, qui est la faculté destinatrice de la formation, fortement soutenue par les enseignants-chercheurs de la faculté des sciences exactes et appliquées, particulièrement les informaticiens. Alors, l'année dernière, l'année passée, 2020, nous avons impliqué des collègues, donc 2 enseignants-chercheurs de la faculté des sciences de la Terre et de l'univers de l'Université d'Oran 2, parce qu'on avait besoin réel en enseignants expérimentés dans l'enseignement du système d'information géographique et de télédétection. Nous avons aussi une collaboration intéressante avec le Centre des technologies spatiales, ou des techniques spatiales de ARZE pour développer des projets communs. Alors, notre groupe de travail est assez nombreux. Il y a quand même 2 groupes de travail. On travaille ensemble, mais il y a quand même un groupe intéressant, c'est le groupe de biologie végétale, parce que c'est très important d'avoir dans un projet un groupe d'enseignants qui sont spécialisés par rapport à la destination de la formation. Donc, ce groupe-là, il est très connaisseur des métiers de l'agriculture, de la biologie végétale. Donc, ça nous a beaucoup aidé pour faire des choix facilement et tranchés quand on était en train de monter la formation. Bien évidemment, nous avons un groupe par rapport aux technologies de la précision, tout ce qui est les détections, GPS, SIG, traitement d'image et vision. Voilà. Alors, avant que je montre notre plan de formation, il est très important de motiver le pourquoi de la formation, pourquoi on fait appel à l'agriculture de précision. Bon, le pourquoi, il est très connu, c'est un principe très, très connu en agriculture, c'est celui de la variabilité interparcellaire. Qu'est-ce qu'on entend par variabilité interparcellaire? Si vous prenez n'importe quelle parcelle agricole, même de très petites parcelles, même dans votre jardin, vous allez vous rendre compte que vous avez des zones qui sont totalement différentes par rapport à d'autres zones, par rapport à une certaine propriété physique, biologique, morphologique, ce que vous voulez. Alors là, on va être un peu plus précis. La différence, ça peut être, par exemple, au niveau topographique, ça peut être par rapport au niveau de l'humidité, de la teneur en eau, par rapport au sol, par rapport aux substances nutritives, par rapport à l'azote, potassium, magnésium, par rapport au niveau du pH. Donc, tout ça, ce sont des propriétés physiques ou biologiques où les différentes zones de votre parcelle ont des comportements qui sont complètement différents. Ça peut être aussi carrément au niveau du rendement. Dans une parcelle agricole, souvent qu'il y a certaines zones qui sont de loin plus meilleures en production qu'une autre zone. Donc ça, on a une variabilité par rapport au rendement. Et on peut aller encore plus loin. Là, en fait, on parle de variabilité spatiale, mais on peut aussi avoir une variabilité temporelle, c'est-à-dire vous prenez la même zone, vous avez certains comportements. Plus tard dans le temps, ce comportement-là, il peut changer. Et là, vous avez de la variabilité au fur et à mesure du temps. Donc, vous voyez que la variabilité, vous l'avez au niveau spatial et au niveau temporel. Cette variabilité elle est très intéressante et très importante à détecter parce qu'une fois qu'on l'a entre les mains,
on peut décider, on peut prendre les bonnes décisions. Voilà, on va traiter les zones, chacune par rapport à ses propriétés à un temps donné. Donc, il y a besoin, bien évidemment, suite à la détection de la variabilité, de système d'aide à la décision pour décider quoi faire par rapport à chacune des zones. Je vais quand même aller encore introduire les technologies qui vont permettre justement de déceler, de détecter ces variabilités, parce que c'est très important d'introduire ces technologies-là, parce que vous allez voir que ça va nous aider à prendre les bonnes décisions par rapport au plan de formation. Donc, quand on parle de détecter la variabilité, vous avez en fait deux grandes technologies. Vous avez les technologies pour enregistrer des données par rapport des propriétaires par rapport à votre parcelle agricole, et vous avez des technologies pour réagir. Alors, donc vous avez des technologies pour récupérer des données de votre parcelle. Et là, bien sûr, nous avons deux types de technologies. Vous avez la technologie qui consiste à déployer au niveau de la parcelle des capteurs au sol, donc les in situ, les capteurs in situ. Et sinon, on peut aussi avoir des données à distance via télédétection. Donc ici, bien sûr, je viens d'en parler, on va récolter des données par rapport à des propriétés diverses et variées, donc tout ce qui est humidité, tout ce qui est substances nutritives, même par rapport aux maladies, hein, on peut avoir des zones, on a des plantes qui ont des maladies plus que d'autres zones. Donc il y a plein de choses qu'on peut récupérer par rapport à… Et il y a une dimension très importante qui est reliée à la journée d'aujourd'hui, c'est qu'à chaque fois qu'on récolte une donnée, il est très important de récupérer en même temps sa position géographique, donc son point GPS. Sans ça, on ne pourra pas faire de la précision, parce que suite à la récolte des données, soit in situ, soit par remote sensing, avec la donnée géolocalisée, on peut par la suite produire des cartes géolocalisées qui contiennent au niveau de chaque point toutes les données récoltées. Suite à la production de cartes géolocalisées par rapport aux données récoltées, après, on a un autre type de technologie qui consiste à réagir par rapport à ces données-là, et ça va consister à produire d'autres cartes où on va caractériser, on va prendre des décisions par rapport à quoi faire, quoi mettre comme apport au niveau de chaque zone de la parcelle par rapport à ce qui a été relevé. Et là, on peut aller vers des technologies sophistiquées du genre des machines totalement automatisées qui vont appliquer les décisions de façon totalement automatisée. Je vais revenir sur ça rapidement un peu. Sinon, ces deux grandes technologies-là, elles ont bien sûr des technologies support, hein. Là, vous avez… Ça, c'est vraiment en cours de développement actuellement ailleurs. Vous avez les systèmes de guidage automatique, hein, donc il y a un tas de technologies qui ont comme objectif d'automatiser tout la partie soit récolte, soit application des décisions. Et puis, vous avez toute la partie géomapping, hein, qui est très importante parce que c'est via ces technologies-là qu'on va produire des cartes précises, soit par rapport aux données récoltées ou par rapport aux décisions à prendre au niveau de chaque zone de la parcelle. Et bien sûr, vous avez toutes les technologies de communication entre les équipements liés à la précision. Je vais quand même vous donner une idée sur les types de capteurs qui existent, des capteurs qui sont déployés au sol. Alors là, il faut dire qu'en fait, il y a deux types de capteurs. Vous avez des capteurs qui ne sont pas dotés de capteurs GPS. Là, par exemple, les stations climatiques récentes, on va les déployer, mais en même temps, on peut déployer avec un tas de capteurs au sol pour récupérer le niveau d'humidité, on peut récupérer le niveau du pH, un tas d'informations physiques ou biologiques. Alors, quand on déploie ce genre de capteur, il est très important, bien évidemment, d'avoir leur point GPS. Comme ça, quand on va récolter les données, on va pouvoir en même temps les mettre sur une carte géolocalisée. Vous avez aussi
toujours des capteurs au sol. Il y a des capteurs, on appelle ça des capteurs sondes. Ça va permettre de récupérer des données à des profondeurs qui vont au-delà de 1 mètre. On peut aussi mettre des capteurs directement au niveau des plantes. Voilà. Ça, c'est un premier type de capteur. C'est très intéressant. Ils sont très intéressants parce qu'ils ne sont pas du tout chers. Hein. C'est des capteurs qui sont très abordables. Mais voilà, il y a besoin quand même de faire attention qu'à chaque fois qu'on récolte la donnée, il est important d'avoir son point GPS, sa géolocalisation. Sinon, il y a un autre type de capteur intéressant. C'est des capteurs qui sont dotés avec un capteur GPS. Là, je donne l'exemple d'un équipement très connu en agriculture de précision, le EM38 MK2. C'est un conductimètre électrique. Donc, vous le voyez ici, il pèse entre 4 et 5 kg, donc ce n'est pas trop lourd. En fait, cet équipement-là, ce capteur-là, on peut le traîner dans une surface et balayer toute la surface. En le balayant, ce qui est intéressant, c'est que cet équipement-là, il nous livre directement, il nous fournit directement la carte géolocalisée sans qu'on puisse faire aucun travail de rapprochement entre la donnée et la capture GPS. Donc, vous avez directement la carte que vous pouvez traiter. Alors, avec ce capteur-là, le conductimètre électrique, on peut avoir en détail la texture du sol, la teneur en eau, la largeur ou du sol et plein d'autres informations. Et à partir de ces informations-là, juste avec ce capteur-là, on peut déterminer les besoins en eau, en fertilisant, en correction de relief et autres. Ça, c'est un deuxième type de capteur qui est plus intéressant parce que nous avons la géolocalisation, mais ça coûte nettement plus cher. Sinon, il y a un troisième type de capteur, c'est les capteurs de rendement. Là, vous voyez un capteur qui est très utilisé dans le blé. En général, c'est des capteurs qu'on déploie au niveau des tracteurs et ça permet en fait de mesurer la qualité et la quantité du blé récolté. Bien sûr, la récupération de ces données-là doit se faire, bien sûr, toujours en ayant la position GPS. On peut aussi récolter des données par télédétection. Vous connaissez le principe très rapidement. Tout objet sur Terre, que ce soit des plantes ou des parcelles agricoles, ça émet des ondes électromagnétiques, notamment celles réfléchies par les rayonnements solaires. Ces ondes-là, on peut les capturer. Comment? Bon, vous le savez, donc là, il y a déjà le classique, les satellites. On peut le faire par drone. Dans notre contexte agricole, on peut aussi le faire avec ce qu'on appelle les spectromètres, qu'on peut déployer à la main et tout en récupérant l'information, bien sûr, toujours avec les points GPS relatifs à la donnée récoltée. Sinon, dans le domaine agricole, il y a des petits capteurs qui ne coûtent pas très cher, qui permettent de récupérer carrément un indice spectral, comme ici, cet appareil-là, il permet d'avoir l'indice de végétation. Voilà, tout compte fait, voilà, grâce à la télédétection, on peut récupérer de la donnée sous forme d'ondes électromagnétiques qu'on pourra exploiter. En exploitant cette information recueillie sur la parcelle, on peut extraire plein de choses, notamment le fameux indice de végétation qui permet d'avoir la santé de la plante. On peut aller au-delà, on peut même avec une image satellitaire ou autre, par télédétection, on peut même détecter les cultures qu'on a au sol, on peut détecter les maladies, voilà. Donc voilà, à distance, on peut aussi avoir plein d'informations sur la parcelle agricole. Et puis, vous avez les technologies pour réagir. Donc, suite aux données récoltées, on est censé produire des cartes précises qui contiennent toutes les données récoltées. Et ces données-là et ces cartes-là, on va les exploiter pour faire un calcul et prendre les décisions et produire d'autres cartes où on va décider quoi faire sur chaque zone de la parcelle. Bon, on peut le faire d'une façon totalement automatisée. Là, on va vers des technologies qui coûtent cher, carrément des tracteurs ou des machines totalement autonomes. Mais on peut
Très bien. Utiliser ces cartes on a décidé quoi faire sur la parcelle dans des terminaux mobiles, dans des tablettes dédiées à l'agriculture. On va mettre la carte et on peut se balader dans la parcelle tout en ayant quoi faire sur chaque point de la parcelle. Voilà, là, j'ai vraiment récapitulé très rapidement le domaine de l'agriculture de précision. Là, je reviens vers notre souci. Je pense que je viens de dire, ça va aider à comprendre nos choix dans la suite par rapport à la formation. Donc, on a fonctionné comme un projet, comme tout projet européen, avec les work packages de 1 à 5. L'étape de préparation, bien sûr, nous l'avons déjà entamée. Et suite à la première année, nous avons décidé d'aller vers une licence professionnalisante en agriculture de précision. Bon, le work package développement est toujours en cours de développement, mais il faut savoir que l'offre de formation elle était déjà prête en mars 2020. On était sur le point de la lancer en septembre 2020, mais à cause du Covid, on a préféré ne pas prendre de risque. C'était vraiment la période où il y avait toute une paranoïa autour du Covid et on a préféré retarder. Donc, normalement, on va lancer la formation en septembre 2021. Sinon, bien sûr, nous avons toujours l'assurance qualité, un souci qu'on porte toujours, qui est toujours en développement. Bien sûr, on a le package dissémination, exploitation, management. Alors, nous avons une petite spécificité, c'est que dans la partie exploitation, on est censé développer un bureau qu'on appelle Passenso. Ce bureau-là, il est dédié à développer un réseau avec les partenaires du projet, les entreprises et dans notre cas avec les agriculteurs. Alors, tout ça, c'est par rapport à l'agriculture de précision, mais il y a une chose qui est très important pour lancer une formation, de contextualiser les technologies nécessaires pour lancer la formation par rapport au contexte algérien. Moi, je vais donner un avis qui est plus ou moins personnel par rapport à tout ce qu'on a vécu dans le projet, notamment avec nos partenaires. Alors, système de positionnement par satellite, il est accessible, mais système de positionnement de très haute précision, ça reste relativement accessible. Tout à l'heure, j'ai parlé de ce fameux capteur qui permet d'avoir carrément la carte. Ce capteur-là, si vous avez à côté une station RTK, vous aurez une carte de très haute précision qui aura une précision de l'ordre de 1 cm. Mais si vous utilisez un capteur normal, vous êtes à plus de 3 mètres. Donc, ça reste accessible. Donc, à 3 mètres, on peut quand même travailler. Mais même les stations RTK, je pense qu'elles peuvent être on peut y accéder en ayant les autorisations nécessaires. Bon, bien sûr, tous les systèmes de guidage automatique, totalement automatisés, ça reste des technologies qui sont chères. Geomapic, c'est accessible. Là, on est dans le domaine du software. Et heureusement, actuellement, il y a des environnements qui sont très complets, comme l'environnement QGIS qui permet de travailler sur des cartes géolocalisées. Tout ce qui est communication, c'est accessible. Bon, il y a quand même un certain type d'équipement où vous avez il y a besoin de licences dédiées, mais en général, il n'y a aucun souci pour faire communiquer dans l'ensemble des capteurs qu'on va déployer. Par rapport aux technologies pour récolter des données sur une parcelle. Donc, d'un côté, vous avez les capteurs à distance, tout ce qui est télédétection. Là, quand même, il faut dire que c'est limité. Disposer en temps continu d'images satellitaires ou drones sur une parcelle, ça reste quand même très limité. On peut avoir quelques images, mais pas tant que ça. Bon, il y a quand même la solution qui consiste à se doter d'un spectromètre. Ça, c'est une solution qui peut remédier à ce problème. Sinon, j'ai parlé tout à l'heure des petits capteurs qu'on peut appliquer à la main pour avoir des données à distance. Sinon, ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui est capteur au sol, ça c'est très accessible. Ce sont des technologies qui ne sont pas du tout chères. Même ici, au niveau d'Oran, on sait qu'il y a un certain nombre d'agriculteurs qui ont doté leur parcelle avec des capteurs au sol. Ça ne coûte pas cher, c'est juste une question de volonté. Et puis, bien sûr, là, il y a un effort à faire pour aller chez les agriculteurs pour les convaincre que quand même, c'est des technologies qui sont accessibles.
Par rapport aux technologies pour appliquer les décisions, bien sûr, vous avez des technologies qui sont très coûteuses pour automatiser le processus, mais en fait, rien n'empêche de, en fait, de réagir par rapport à ce qu'il y a à faire sur chacune des zones en utilisant une tablette dédiée. Et il y a plein d'agriculteurs, même à l'étranger, qui fonctionnent comme ça. Alors, maintenant, je pourrais maintenant aborder comment on a fait le choix de la formation. Donc, c'est une licence, donc ça va aller sur 3 ans. Comme c'est une licence professionnalisante, nous avons le confort de pouvoir faire l'ensemble de tout le programme sur 3 ans. Donc, on n'est pas piégé par le temps comme la première année. Donc, on a une liberté pour faire des matières sur 3 ans. 3 ans, c'est une période qui est assez intéressante. Donc, on a fait un choix délibéré de faire moitié-moitié. Une moitié des unités sont dédiées à la biologie végétale et à l'agriculture. Et une deuxième moitié qui est dédiée aux technologies de précision à appliquer en agriculture. Alors, pourquoi ce choix? Parce que l'étudiant, une fois qu'il a sa licence, il aura une double compétence. Il est en même temps un véritable agriculteur qui peut travailler dans l'agriculture traditionnelle. Et d'un autre côté, il aurait acquis les technologies pour faire de la précision. On ne le piégera pas parce que si la technologie existe, c'est tant mieux. Sinon, il pourra très bien travailler dans des fermes ou monter sa propre. Il peut devenir lui-même agriculteur, entrepreneur. Alors, un autre point qui nous a beaucoup aidé, ça peut aider nos collègues ici qui veulent monter des formations. Il faut savoir qu'il y a tout un projet, le CBHE, déjà, je pense, terminé, c'est le projet COFI. Ce projet-là, il avait comme ambition de développer des canevas à destination des formations professionnalisantes en Algérie. Ce qui est intéressant, ils ont fait des canevas qui sont vraiment très, très bien travaillés par rapport au côté professionnel et par rapport au projet professionnel de l'étudiant, par rapport au stage, par rapport au développement au niveau langue, au niveau communication. Donc, nous, l'effort qu'on a fait, c'était vraiment de mettre uniquement le côté métier. Tout ce qui est matière transversale liée au côté professionnel, c'était déjà fait, on a lu et franchement, j'encourage les collègues à exploiter ces canevas-là. Bon, c'est un slide que j'aime bien parce que ça résume un petit peu notre choix. C'est que voilà, un étudiant qui est détenteur d'une licence de chez nous, il aura en même temps toutes les compétences d'agriculteur au sens classique du terme, pas uniquement agriculteur, mais même ayant des connaissances assez profondes en biologie végétale. Et d'un autre côté, il aurait aussi les compétences par rapport aux technologies de précision en agriculture. Voilà, donc je ne suis pas très loin de terminer, mais je vais quand même détailler je pense que ça va intéresser les collègues ici. Alors, la première année, au niveau de la première année, dès le début, on plonge l'étudiant dans l'agriculture et dans la biologie végétale. Et on y va doucement par rapport au côté technologique. Au niveau de chaque semestre, nous avons toujours une unité biologie végétale ou agriculture et une unité technologique. Là, ça, c'est une unité de biologie végétale, hein, donc il n'y a que des matières de biologie végétale et d'agronomie et d'agriculture. Là, vous avez une unité technologique. Il y a cette matière-là qui est importante, c'est des outils technologiques pour l'agriculture de précision. En fait, dans cette matière-là, nous allons introduire l'étudiant à toutes les technologies de précision, mais d'une façon très, très brève, d'une façon très, très simplifiée. Comme ça, l'étudiant, il aura une idée sur tout ce qu'il attend au niveau de sa formation qui va durer quand même 3 ans. Comme ça, il pourra même développer son projet professionnel par rapport à la logique du projet COFI. Bon, il y a de l'informatique en parallèle. Bon, l'informatique, elle est un peu partout. Il y a une unité que nous avons quand même ajoutée, c'est celle-ci. Donc, l'étudiant, il est important qu'il ait une base en maths. Et on a mis aussi une matière de physique appliquée, mais on a mis uniquement des chapitres qui sont liés et dont a besoin un agriculteur. Dans le deuxième semestre, nous avons toujours une unité
du côté biologie végétale et agriculture. Bon, j'aimerais bien les citer, mais juste pour gagner du temps, je vais décrire plutôt la partie technologique qui vous intéresse ici. Donc, statistique, voilà, programmation et algorithmique en Python. Voilà, on a vu utile d'introduire l'étudiant qu'il ait au moins une matière. On va lui apprendre à programmer, à ce qu'il comprenne ce que veut dire un algorithme, qu'il sache faire de petits programmes. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus dans toutes les disciplines et on le fait avec un langage très populaire, très facile à apprendre, qui est le langage Python. Sinon, vous avez vu tout à l'heure que faire de la précision en agriculture, ça consiste à récolter des données. On passe notre temps à récolter des données, à les traiter. Donc, on a mis une matière, on va introduire l'étudiant pour qu'il comprenne ce que veut dire un système d'information, comment les données sont stockées, que ce soit dans un contexte web ou dans un contexte mobile. Deuxième année, il y a toujours dans le semestre, nous avons une unité, vraiment une biologie végétale, donc pédologie, écophysiologie des plantes, les technologies des délégations agricoles. Et puis, vous avez ici, cette unité-là technologique, vous avez analyse de données, une matière très importante parce que faire de la précision, c'est être capable d'analyser les données de façon efficace. Bioinformatique est là et traitement d'image et vision. Au niveau du 4e semestre, l'étudiant, quand il arrive au niveau du 4e semestre, il aurait bien digéré une bonne partie de tout ce qui est biologie végétale et tout ce qui est agronomie et agriculture. En même temps, il est, je dirais, parfaitement bien préparé pour digérer toutes les technologies de pointe de précision. Il y a quand même une unité sur la biologie végétale, hein, donc production végétale, phytodiagnostic et phytoprotection. Et vous avez cette unité-là, c'est une unité importante, c'est vraiment une unité finale. Hein. Vous avez la matière système d'information géographique pour l'agriculture de précision. Et il y aura une matière dédiée aux capteurs déployés au sol pour l'agriculture. Et bien sûr, il y aura une matière sur le remote sensing, la télédétection, toujours pour l'agriculture. Ce qui est intéressant, c'est vrai qu'on a un petit peu retardé ces matières finales jusqu'au 4e semestre. Comme ça, l'étudiant, il aurait déjà, on a la garantie que l'étudiant il est déjà dans l'agriculture, il a compris tout le contexte de l'agriculture et il est déjà préparé du côté informatique, programmation, traitement d'image, pour aller vite et bien consommer ces matières qui sont plutôt des matières finales. 5e semestre, on a toujours une unité de biologie végétale et d'agronomie et d'agriculture. Donc, fertilisation, les sols salés, c'est très important surtout en Algérie, et technologie de la mécanisation agricole. Et là, nous avons une unité importante par rapport au côté précision. On a encore une deuxième matière sur les systèmes d'information géographique, mais là, l'étudiant va avoir les aspects avancés et appliqués en agriculture de précision. Ici, on a mis une matière sur les systèmes de positionnement par satellite. Et puis, il y aura une matière où l'étudiant va être introduit aux dernières méthodes, dernières technologies d'analyse de données qui passent par le machine learning et le big data. Donc, l'étudiant va être introduit à ces techniques-là, mais surtout, notre ambition, c'est de mettre plein d'études de cas pour que l'étudiant s'en inspire et les exploite plus tard. Bien sûr, alors j'en ai pas parlé, mais en fait, par le fait que c'est une formation professionnalisante, en première année, il a un stage, en deuxième année, il a un stage, et bien sûr, en troisième année, il a un stage. Alors, donc, le canevas, il est soumis. Normalement, si les choses passent bien, ce sera lancé en septembre 2021, donc c'est septembre prochain. Alors, actuellement, nous sommes en train de préparer des parcelles. Nous avons déjà une parcelle qui est assez préparée. Là, vous voyez l'image d'une deuxième parcelle qui est en cours de préparation. C'est une image qui date d'un peu plus d'une semaine. Bon, il faut dire que l'Université d'Oran a mis le paquet de notre côté pour réussir cette formation.
Dans le cadre du projet, nous avons l'obligation, et là, nous avons déjà les locaux qui sont en cours de préparation. On est censé faire une grande salle BCR, donc on va mettre des équipements visio et des équipements informatiques nécessaires pour enseigner toutes les technologies de précision. On a l'obligation d'avoir, on l'a, maintenant il est en préparation, un bureau Passenso qui va s'occuper des relations avec les partenaires du projet. Et enfin, un bureau où on va déployer les stations de travail et les serveurs qui vont récolter des données à partir des données qu'on va mettre au sol. Bien sûr, nous avons une page Facebook. Et on a fait pas mal de simulations via la radio Bahia. Nous avons des équipements, bientôt on va d'ailleurs acquérir les équipements, que ce soit équipements informatiques ou un certain nombre de capteurs qu'on va mettre au sol. On aura une station climatique avec ces capteurs ainsi que d'autres capteurs. J'en ai parlé tout à l'heure, nous n'avons pas hésité à aller à la faculté, à contacter des collègues de la faculté des sciences de la Terre et de l'univers à Oran 2 pour nous épauler par leur expérience d'enseignement de tout ce qui est système d'information géographique et télédétection. Et bien sûr, nous avons il y a l'ambition de faire pas mal de projets avec nos collègues du CTS. Voilà, je pense que l'avant-dernier slide. Dans le domaine agricole, il y a plein de partenaires possibles. Hein. On a visité pas mal de partenaires. Bon, je viens de citer deux partenaires, mais on a un premier partenaire qui va nous permettre d'atteindre les agriculteurs. C'est la DSA, les directions des services agricoles de la wilaya d'Oran. Actuellement, on est en train de faire une action pour aller vers la chambre de commerce, plutôt la chambre d'agriculture d'Oran. Sinon, il y a plein d'instituts intéressants où on a été, Institut des grandes cultures, tous les centres de formation professionnelle, tout ce qui est chambre d'agriculture des différentes wilayas, les instituts nationaux de la protection des végétaux, vous avez tout ce qui est conservation des forêts. Donc, le paysage, il est quand même, il y a plein d'établissements publics et aussi privés qui peuvent soutenir notre formation. Alors, c'est normalement le dernier slide. Tout doux, qu'est-ce qu'il y a à faire? Eh bien sûr, le plan détaillé de la formation il est déjà fait et on est en train de finaliser nos supports de formation, que ce soit cours TD, TP. Nous avons, bien sûr, par le côté professionnalisant de cette formation, nous avons déjà fait pas mal de conventions avec les partenaires que je viens de citer. Et je pense qu'il faut faire encore d'autres, il faut être actif à ce niveau-là, parce que mon premier objectif, c'est de préparer les stages à nos futurs étudiants. Sinon, comme tous les projets, nous avons aussi le souci de l'assurance qualité pour garantir que tout se passe bien par rapport aux différentes tâches qui nous attendent. Voilà, je vous remercie pour votre attention et vous pouvez nous joindre sur nos boîtes aux lettres, que ce soit par rapport au vice-rectorat des relations extérieures, par rapport, donc je suis coordinateur local, je suis joignable sur cette adresse mail. Sinon, la formation proprement dite, donc le responsable de formation, c'est le professeur Moulay Belkhoudja, qui est spécialisé dans la biologie végétale et l'agriculture d'une façon générale. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous rends la parole. Merci, Yahya, pour ta présentation très complète, à la fois l'introduction au domaine de l'agriculture de précision, notamment du point de vue technologique et aussi par rapport à l'autre formation. Donc, bien sûr, une continuité pour le projet. Alors, nous avons comme dernier intervenant session de matinée. Et je le prie vraiment de nous excuser pour le retard et pour remercier pour sa patience. Donc, nous avons professeur Habib Missa, département des sciences agronomiques, faculté des sciences de la nature et de la vie, Université de Zumpa. Alors, monsieur Missa est président de la nouvellement créée Association algérienne pour les géosciences et
remote sensing, télédétection. Donc, nous souhaitons bien sûr beaucoup de succès à cette association. Merci. Et ces centres d'intérêt incluent notamment l'application des techniques de télédétection à la gestion des domaines forestiers. C'est juste un exemple que je donne par rapport à ces derniers projets. Donc, tfaddal Oustad, et vous pouvez partager votre présentation. Merci. Donc, je vais essayer de partager l'exposé. Donc, est-ce que vous voyez l'exposé sur l'écran? Oui. Parfait. Donc, juste le mode plein écran et c'est bon. On voit bien. Voilà. Donc, merci pour l'invitation. Donc, je tiens à vous féliciter pour l'organisation de cette activité scientifique avec ce temps qui est un peu extrême, donc par rapport à la disponibilité des confrères et des collègues. Donc, sincèrement, j'ai été sollicité par Madame Suissi, vous, afin de présenter une petite intervention qui résume un petit peu l'utilisation des données de télédétection dans le domaine de la gestion forestière. Et sincèrement, bien sûr, l'inventaire forestier est considéré comme une pièce maîtresse ou bien une variable clé pour la gestion forestière. Donc, il s'appuie sur l'étude du milieu physique, donc les conditions climatiques, le sol, la pédologie, etc., d'une part, et sur l'étude de la potentialité de l'espèce principale qui fera l'objet de l'aménagement forestier. Donc, l'étude de la potentialité de l'espèce, je vais résumer ça et donner une petite définition par rapport aux forestiers. Donc, c'est la quantité du bois prélevé annuellement, exprimé par contenance, par superficie ou bien par volume, sans qu'il y ait un préjudice sur la régénération naturelle. Donc, je vais donner un exemple pour les pays du bassin méditerranéen, tels que l'Algérie. On donne une définition au terme forêt. C'est une définition basée sur la physionomie. Hein, c'est un endroit qui est formé d'une strate arborescente avec une hauteur qui dépasse les 7 mètres, mais ce n'est pas le cas pour les pays à vocation forestière, où il donne une définition basée sur la productivité du bois. Je donne l'exemple des forêts nordiques du Canada. Donc, c'est pratiquement, c'est le bois qui est capable de produire une quantité de bois de 40 mètres cubes par hectare et par an. Et on est très loin de ce chiffre, puisque la productivité annuelle, si on va prendre le cas des forêts de la pinède du pin d'Alep, donc c'est 1,8 mètres cubes par hectare. Donc on est très loin. Mais on est toujours appelé à utiliser et caractériser cette potentialité, puisque c'est une information et un passage obligé dans la gestion forestière. Donc, par rapport à l'inventaire classique, qui présente des données ponctuelles et qui sont très limitées, donc les données de télédétection peuvent améliorer la qualité de l'inventaire forestier par la disponibilité des données géospatiales faciles à acquérir et à des faibles coûts par rapport à la photographie aérienne. L'augmentation de la précision des inventaires sur des grands territoires, souvent via des estimateurs ou bien des estimations stratifiées et pondérées, et par la capacité de produire des cartes fort utiles dans l'ensemble des études écologiques et liées au domaine forestier. Elle offre aussi une information amplifiée dans le rouge et le proche infrarouge et même le moyen infrarouge. Donc, c'est des bandes qui sont sensibles à l'activité chlorophyllienne et l'humidité du sol et l'humidité du couvert. Donc, la cartographie des attributs forestiers par télédétection est d'autant plus importante dans des endroits où l'information à ce sujet est absente ou de faible fiabilité. Et en réalité, on ne dispose pas de l'information actualisée à l'échelle nationale et même régionale. Dans le cas de l'Algérie,
Donc, le dernier inventaire forestier a été réalisé dès les années 1984. Donc, c'est une information très ancienne, ce qui soulève un besoin crucial pour la mise à jour de l'état du patrimoine forestier. Pour le cas des forêts de l'Atlas saharien, la pinède de l'Atlas saharien de la région de Djelfa. Donc, on dispose d'une information très ancienne, c'est l'année 1984. Et je vais donner un petit peu la superficie, donc le patrimoine de ces forêts, de cette wilaya, il s'élève à une superficie totale de 152 000 hectares et 56 000 hectares de reboisement. Donc, l'aspect historique est très important pour la gestion forestière et je vous présente ici le premier extrait de délimitation de la forêt de Sen el-Bachirgui qui date de l'année 1885 et bien sûr l'ensemble des massifs forestiers et des peuplements naturels ont fait l'objet d'une soumission forestière depuis l'année 1887. Ici, je vous présente quelques photos panoramiques du couvert forestier. Donc, c'est une pinède. Elle est formée essentiellement par des peuplements naturels. Des peuplements naturels, ce n'est pas artificiel. Donc, c'est des peuplements naturels de pin d'Alep et c'est des peuplements purs. Donc, il n'y a pas une deuxième espèce. Ce qui va faciliter le travail par la suite pour la cartographie et la caractérisation et l'estimation de volume de bois. L'étude, donc la région a fait l'objet d'une étude d'aménagement forestier réalisée par le BNEF et la coopération des Bulgares, des scientifiques bulgares l'année 1984. Et comme objectif, ils ont tracé quand même un objectif de conservation au lieu de production de bois, puisque la productivité est assez faible par rapport aux pays à vocation forestière. Donc, la production du bois, comme vous pouvez le constater, c'est en dernier lieu. Et c'est le résultat et le passage obligé si on veut faire le rajeunissement des peuplements surâgés. Voici quelques photos qui représentent quelques travaux et quelques coupes réalisées au niveau des massifs forestiers de la région de Djelfa. Donc, ici, on a une coupe rase, donc c'est un reboisement après une coupe rase. Ici, c'est une régénération par bande alternée, donc une bande intacte, une bande coupée et une bande intacte. Donc, c'est un système de repeuplement par bande successive. Ici, c'est l'ouverture des layants et des pistes à l'intérieur d'une régénération naturelle après incendie pour le cas du pin d'Alep. Et ici, c'est les travaux de dépressage par cloisonnement très visibles sur l'image GOI. Donc, l'aménagement forestier et l'inventaire se basent sur la division du massif forestier en séries. On appelle ça les unités d'aménagement. Donc, on a ici 12 séries. Et chaque série, à son tour, est divisée en plusieurs parcelles homogènes. Et bien sûr, le forestier doit faire la caractérisation et la description de l'ensemble des séries, la surface, la nature des peuplements, la structure, l'âge, le recouvrement, la densité, l'ensemble des données, et bien sûr la fertilité, la hauteur des peuplements, la hauteur moyenne des peuplements, l'exposition à la pente, et c'est-à-dire pour donner une image réelle de l'état actuel des peuplements forestiers sur place. Le forestier est également appelé à faire une caractérisation des peuplements, donc par le calcul des possibilités par contenance, donc c'est la quantité du bois prélevé annuellement sans qu'il y ait un préjudice sur la régénération naturelle. Donc on peut exprimer ça par superficie, par volume ou bien par la méthode combinée proposée par Ulster 1970. Et comme vous pouvez le constater, donc le suivi permanent des accroissements
peut nous donner une idée sur l'état de l'évolution des peuplements forestiers. Il nous donne également de fixer l'âge de l'exploitabilité des peuplements forestiers et c'est-à-dire la disponibilité, c'est-à-dire le suivi des accroissements est assez important. Et la télédétection va trouver une place assez remarquable puisque la résolution spatiale offerte par les données de télédétection, elle se rapproche à la taille moyenne des parcelles forestières et aussi par la disponibilité d'un archive assez important qui date des années 70 pour le cas des images Landsat. Donc, ici, je suis en train de résumer la méthodologie générale pour l'estimation des variables attributaires de la forêt en utilisant les données de télédétection. Donc, le principe est de mettre en place un certain nombre de sites d'observation. Donc, on doit faire installer des placettes, puis on va collecter le maximum d'informations, donc les données d'inventaire, la description, donc c'est la dendrométrie, c'est la description des peuplements, l'inventaire biologique, etc. Et puis faire acquérir les images des sites, localiser les sites sur l'image. Par la suite, on peut faire l'extraction des données de télédétection à partir de sites et développer les modèles, quelle que soit la nature statistique, la régression ordinaire ou bien les méthodes avancées, pour créer des modèles plus pertinents en matière d'estimation de volume de bois. Par la suite, les meilleurs modèles, en se basant bien sûr sur des critères de validation, donc ils seront appliqués uniquement sur les pixels considérés comme un couvert forestier. Donc ici, je résume, l'organigramme résume la démarche méthodologique pour la cartographie et l'estimation de volume de bois. Donc on va commencer par l'acquisition des données. Donc, les données de terrain, c'est un passage obligé. Dans notre cas, on a réalisé 151 placettes avec une superficie totale de 64 hectares. Donc, on a mesuré les arbres au niveau de 64 hectares, donc les diamètres, la hauteur, les coefficients de forme, les coefficients de défilement, le volume sur pied. Donc, c'était un travail pénible qui a coûté ou bien qui a demandé un temps et un effort assez important. Donc, c'est pour cela on essaye de proposer une méthode qui va alléger le travail pour les forestiers. Une fois les données de télédétection acquises, donc on doit quand même faire une série de pré-traitements afin de régler les problèmes de la géométrie et d'éviter les effets des variables bidimensionnelles. Par la suite, une fois ces pré-traitements réalisés, donc on propose une série de pré-traitements afin de créer des indices spectraux pertinents pour la cartographie et l'estimation du volume de bois, bien sûr en se basant sur des critères de succès trouvés dans la bibliographie, dans des travaux similaires. Une fois c'est-à-dire on fait une fois les données sont prêtes, donc on va faire une extraction et ceci est possible par la superposition des données de télédétection, les vecteurs des placettes sur les données de télédétection pour la constitution d'une base de données relative à l'inventaire. Et cette base de données sera normalisée, puis divisé en deux groupes. Le premier groupe, c'est le groupe d'entraînement qui va servir à la création des modèles et le deuxième, ou bien le reste des données, sera utilisé pour la validation des modèles. Le meilleur modèle sera appliqué sur les pixels cartographiques comme peuplement de Pendalet. Ceci est possible une fois la classification est réalisée et les critères de succès sont fort intéressants. Voici le résultat de la classification dirigée. Donc, on a utilisé
77 points pour la validation. Donc, on a obtenu une précision et un indice kappa assez important. Le résultat des classes des peuplements de Pend-Alep seront utilisés comme un masque qui sera appliqué sur les images et il va servir au calcul du capital forestier par la suite. Donc ici, on a proposé quand même une combinaison des variables indépendantes pour l'estimation de volume de bois. Donc, on a utilisé 4 images, donc Landsat 2006, 2009, ALSAT 2005 et l'image GUI. Donc, la combinaison va nous permettre de voir l'effet de l'introduction des indices spectraux pour l'amélioration des modèles. Et est-ce que la méthode est extensible à d'autres capteurs et à d'autres, sans le regard des dates d'acquisition des images. Voici le résultat de l'application de la régression ordinaire sur l'ensemble des images testées. Donc, on trouve que le coefficient de corrélation est assez faible et l'erreur quadriatique moyenne pour la validation ne dépasse pas les 20%. Pour une autre méthode, c'est l'application, la méthode réseau de neurones. Donc, on a trouvé que les meilleurs modèles utilisent la donnée TSLEDCAP et ACP avec un coefficient de corrélation de 0,64 et l'erreur quadriatique moyen qui est 20%. Voici le résultat de l'application d'un modèle, je crois que c'est un modèle de régression ordinaire sur les pixels considérés comme forêt. Et cette application a permis de cartographier le volume de bois et de donner un capital forestier pour la forêt. Donc, chose qui est très intéressante pour l'administration forestière. Donc, bien sûr, chaque travail présente des limites. Et pour améliorer ce travail, donc, on propose d'intégrer la variable texture, donc, comme un critère au moment de la classification du couvert végétal. Et bien sûr, on peut faire appliquer des modèles spécifiques selon les conditions et la configuration du terrain. Par exemple, pour les peuplements denses, on peut appliquer un modèle qui est différent par rapport au modèle appliqué au peuplement clair. Et bien sûr, on peut intégrer d'autres variables structurelles de la forêt, telles que la hauteur des peuplements forestiers. Donc ici, on a un résultat de l'application de la régression multiple et l'introduction de l'indice NDVI et la hauteur moyenne. Donc, les modèles à travers l'ensemble des images donnent des résultats assez importants et quand même l'utilisation de la hauteur moyenne des peuplements forestiers a réduit significativement les erreurs quadriatiques moyennes. Donc, au premier temps, c'était 20% et ici, c'est 15% d'erreurs. Chose qui est très recommandée dans les inventaires forestiers. Si on arrive à utiliser des modèles qui donnent un inventaire inférieur à 30%, c'est parfait. Donc, on peut également introduire la technologie LIDAR pour l'acquisition des données, stationnelles, ou bien carrément intégrer un modèle de la canopée pour la cartographie et l'estimation du volume de bois. Donc, sur cela, j'ai terminé. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Merci beaucoup, professeur Mouissa, pour votre exposé très intéressant qui portait sur une étude pratique de l'estimation du couvert forestier à partir des images de télédétection, ainsi que d'autres types de données, d'après ce que j'ai compris. J'ai noté aussi que vous avez recours à l'utilisation des techniques d'apprentissage. Ouais.
machine learning avec des résultats, je pense, assez intéressants et encourageants. Donc, est-ce qu'il y a des questions? J'ai une question sur le chat, M. Bachi, alors, qui demande pourquoi vous n'utilisez pas le LIDAR pour l'extraction du MNS et les images hyperspectrales pour la détection des espaces. Tout simplement, on n'a pas la donnée, hein. Donc, on travaille avec les moyens de bord. Donc, la plupart des données, c'est des données gratuites, telles que les données ALSAT, les données Landsat. Et sincèrement, j'ai utilisé une image à très haute résolution spatiale qui est l'image issue du capteur GEOEYE, mais ça pose un problème sur le point de la gestion de la variabilité spectrale. Donc, il faut passer des méthodes classiques de classification rigide par pixel aux méthodes de la classification orientée objet et l'application des fonctions d'appartenance afin de gérer cette variabilité assez importante, puisque la résolution spatiale, c'est 40 cm pour le point chromatique et 2 mètres pour les données multispectrales. Et si on dispose de données de LIDAR, donc ça pose un problème pour le ici. Donc, la donnée LIDAR donne une hauteur de la canopée, mais pour le ici, utilise la hauteur moyenne des peuplements forestiers. Cette hauteur n'est pas la moyenne classique, arithmétique, la sigma HI divisé par le nombre des arbres. Mais le forestier utilise la moyenne, la hauteur moyenne des peuplements, qui est la moyenne qui coïncide avec le diamètre moyen au terrain. D'accord? Donc, ça demande quand même un calibrage par la suite. Ce n'est pas évident d'appliquer carrément le modèle brut. Donc, ça doit passer par un calibrage et un étalement par rapport à l'information cherchée au niveau des diamètres moyens. Très bien. Merci, Mouissa. Une autre question? Bien. Ben, je crois qu'on arrive au terme de cette première session. Remercier tous les intervenants pour la présentation riche et détaillée qui nous ont permis de voir des perspectives différentes en termes de formation, de recherche et développement sur des technologies de télédétection et d'information géospatiale.